Vous voyez, par exemple, concernant l'environnement, on a pris l'habitude de parler de développement durable. En quoi on conçoit une société humaine durable si on considère que demain, on peut remplacer tous les êtres humains par des systèmes d'intelligence artificielle ? Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Hélène Gebel dans les locaux de Soprasteria à Villeneuve-d'Ascq. Bonjour Hélène. Bonjour Manuel. Donc tu es chargée des relations institutionnelles et tu es également référente en éthique. C'est ça. Alors est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter, nous présenter ta société en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, Soprasteria est une entreprise d'origine française, qui est une entreprise de services numériques bien connue en France, mais une ESN, tout à fait, mais qui a aussi tout un tas de filiales et de sites à l'étranger. D'accord. Et ton parcours personnel, donc, qui t'a amené à cette question qui sera le sujet de notre podcast, donc l'éthique et l'intelligence artificielle. Alors, mon parcours personnel ne vient pas du tout du numérique. D'accord. Donc, pour faire très rapide, je suis passée chez Deloitte en tant que consultante. J'ai ensuite été attachée parlementaire auprès d'un sénateur. D'accord. Qui s'intéressait tout particulièrement des questions en santé. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis arrivée vers l'éthique. D'accord. Métier que j'ai exercé pendant 10 ans auprès de la fonction publique hospitalière pour traiter les grandes questions de société, donc comme l'euthanasie, la PMA, etc. Et petit à petit, en travaillant sur ces questions, on a été justement interrogé sur l'éthique du numérique, à titre d'exemple sur l'analyse de l'ADN, sur le diagnostic par système d'intelligence artificielle. Et donc assez naturellement, je me suis orientée vers l'éthique du numérique. Et par chance, c'est une question qui intéresse fortement Soprasteria et donc sur laquelle je peux travailler aujourd'hui. Très bien, c'est passionnant. Alors, j'ai souvent la question auprès de dirigeants d'entreprise, mais pourquoi l'éthique finalement c'est si important que ça quand on fait de l'intelligence artificielle en entreprise ? Alors, effectivement, c'est une grande question. Je dirais que l'intelligence artificielle, comme toutes les technologies, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, pose des questions sur l'usage et les impacts qu'elles provoquent dans la société. Oui. L'éthique, c'est une réflexion sur les valeurs, sur nos valeurs. Et donc, par essence, ces nouvelles technologies nous questionnent sur les valeurs que l'on veut défendre ou au contraire peut-être mettre un petit peu en sourdine pour faire vivre notre société et surtout dessiner la société de demain. D'accord. Donc, je dirais que par essence, l'intelligence artificielle nous questionne, nous, sur la société que l'on veut aujourd'hui et demain. Alors, pour faire un peu l'avocat du diable, est-ce qu'une entreprise pourrait se dire, finalement, j'ai pas trop le temps de m'occuper des questions d'éthique, je vais quand même déployer mon système d'intelligence artificielle qui va automatiser des tâches, etc. Est-ce que c'est une bonne idée ? Et sinon, pourquoi ? Alors oui, bien sûr, une entreprise peut raisonner de cette façon, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de risques à adopter une telle attitude. Déjà des risques juridiques, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais aussi tout simplement des risques sur l'impact qu'elle a dans la société. Et finalement, ça peut créer non seulement du bad buzz, mais ça peut aussi générer une obsolescence assez rapide de son produit, parce que aussi bien les entreprises que les utilisateurs en général sont curieux de ce que provoquent les systèmes d'IA. Donc, Et je pense, c'est ma réflexion personnelle aussi avec la culture populaire autour de l'intelligence artificielle qui est parfois assez effrayante. Le fait de parler d'éthique est aussi une façon de remettre ça dans un cadre un peu plus acceptable. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est-à-dire que effectivement le débat citoyen autour de l'intelligence artificielle est important, et l'éthique permet ce débat citoyen. Donc non seulement on concourt, je dirais, à la sensibilisation, à l'éducation de la population autour de ces questions, mais en plus on les intéresse et ça leur permet de se questionner. Et pourquoi pas d'apporter aussi leurs réponses ou d'exprimer leurs souhaits autour de ces questions. Très bien. Alors d'un point de vue pratico-pratique, en fait, quand une entreprise déploie des systèmes d'IA et qu'elle veut vraiment traiter sérieusement cette question d'éthique, quels sont les différents domaines sur lesquels elle doit se pencher ?
Alors, plutôt que les domaines, je parlerai de principes. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans une démarche éthique, en tout cas lorsqu'on essaye d'avoir cette démarche-là, on va structurer notre raisonnement et donc notre approche scientifique autour d'un certain nombre de principes. Alors, je vais pas tous les énumérer parce que ça pourrait être long. En plus, ils diffèrent un petit peu selon qu'on regarde au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'UNESCO. Mais ils sont quand même tous structurés, bien sûr, autour des droits fondamentaux et autour d'un certain nombre de concepts. Par exemple, l'autonomie. L'autonomie décisionnelle de l'être humain, c'est la capacité à choisir pour soi-même ce que l'on veut, ce que l'on applique, évidemment le tout dans des normes. Et bien, très concrètement, ça va se traduire par le consentement à utiliser une application, à donner ses données personnelles, etc. Donc, je prends un exemple concret. Par exemple, si on met en place une IA, je dis n'importe quoi, un avocat qui doit relire des contrats, et puis que finalement c'est l'IA qui lui fait toute la lecture, qui prend sa décision, et que le système ne laisse pas la place à l'avocat pour donner son avis, etc. Là, on sera en dehors des clous de ce principe d'éthique, je comprends. Tout à fait. Tout à fait. Et il y a non seulement ça, et puis en plus, dans les conséquences que ça peut avoir, est-ce que on ne met pas en danger une personne, c'est-à-dire la personne pour qui travaille cet avocat? Oui, d'accord. Et puis on prive finalement cet avocat de la maîtrise de son propre destin professionnel, d'une certaine manière. Tout à fait. Et donc là, on est bien sur les impacts sociétaux concernant la place du travail et la place de l'homme. Très bien. Merci pour ces éléments, et donc ça nous amène à notre première question. Vous avez un message. Bonjour Hélène, j'ai entendu que l'AI Act venait d'être adopté par le Parlement européen. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça va changer pour les entreprises ? Oui, l'AI Act a été adopté par le Parlement européen le 13 mars dernier. Alors, c'est un texte qui a fait l'objet de nombreux amendements, de nombreuses discussions. Ça fait quelques années qu'il était sur le feu. Ça fait quelques années, environ 3 ans. Bon, d'accord. C'est classique pour l'Union européenne, donc il faut pas s'en alarmer. Aujourd'hui, donc il y a encore un certain nombre d'étapes à respecter avant sa publication au journal officiel de l'Union européenne. D'accord. Et après, selon les systèmes d'intelligence artificielle, parce qu'ils ont été classés en 3 catégories, il va y avoir des applications étalées dans le temps, évidemment pour permettre aux entreprises de pouvoir les appréhender et les mettre en place. Et donc concrètement, l'AI Act, il va changer, ou il va demander quoi aux entreprises ? Donc, pour les systèmes dits à haut risque, il y a 10 standards qui ont été annoncés. On n'a pas encore leur traduction concrète. Ça veut dire quoi un standard juste ? Alors, un standard, c'est, on va dire, une ligne de conduite que les entreprises qui mettent en place des systèmes à haut risque devront nécessairement respecter. Donc, il faut respecter les 10. Donc là, il faudra respecter les 10. On ne pourra pas piocher au gré de ses envies. Non, il faudra appliquer les 10. Alors, je vais peut-être pas tous les citer, mais à titre d'exemple, il y a toujours la garantie humaine. Ça, c'est quand même un grand principe. La robustesse, la cybersécurité. D'accord. Mais c'est aussi, par exemple, ça c'est ce qui est intéressant en éthique, c'est aussi une notion de gouvernance. Ah oui. C'est-à-dire que pour prendre des choix, pour prendre des choix sur tel ou tel algorithme, voire au-delà sur les usages, il est nécessaire de se réunir alors autour d'un comité, d'une commission, peu importe, mais pour être plusieurs à prendre la décision. Oui, d'accord. Voilà. Ça, par exemple, c'est quelque chose de très concret que les entreprises, avant même la mise en place de l'AI Act, peuvent appliquer. D'accord. Et est-ce que cet AI Act européen, finalement, est-ce qu'il s'applique d'ores et déjà, il doit être appliqué aujourd'hui dans les entreprises ? Alors, pour son application immédiate, il faut attendre la parution au journal officiel. Et après, il va y avoir donc des dispositions qui seront applicables quasi immédiatement, et d'autres, en tout cas pour les systèmes dits à haut risque, donc concernant nos standards, là il faudra attendre 2026. Donc ça laisse un peu de marge pour les entreprises pour les appliquer, ce qui est normal aussi parce que l'application n'est pas évidente. C'est comme il y a quelques années sur le RGPD. Oui. Il a fallu comprendre ce qui était demandé, ensuite le mettre en place en interne et à ce moment-là Et d'ailleurs, à propos du RGPD, quand il était paru, il était d'abord un règlement européen, puis finalement après la Californie l'a adopté, c'est devenu un standard un peu mondial. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose avec l'AI Act ? Et en question corollaire, est-ce que les principes éthiques et les perceptions aussi des systèmes éthiques sont universels, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes entre les pays ?
Alors, vaste question. J'aborderai ça sous deux angles. Premier angle, c'est effectivement, je dirais, la soft power que l'Union européenne peut avoir sur ces sujets. Et là, effectivement, on peut espérer que les États-Unis ou d'autres entités géographiques adoptent également des réglementations qui soient plus ou moins proche de l'AI Act. Donc ça, c'est ce que l'on peut souhaiter. Et après, la question sur les principes, alors, je pense qu'il y en a qui s'appliqueront effectivement de façon quasi universelle. D'accord. Mais en revanche, derrière les principes, il y a des valeurs. Et là, sur les valeurs, on n'a pas du tout la même interprétation que l'on soit en France, mais même au sein de l'Union européenne. Oui. En Pologne, on n'aura peut-être pas la même interprétation. Et donc, si on prend l'Asie ou l'Amérique, ce sera encore différent. J'ai vu par exemple qu'en Chine aujourd'hui on peut recréer un proche disparu finalement sous forme d'un avatar d'intelligence artificielle. Alors c'est vrai que dans notre culture européenne on est en général relativement choqué, même perturbé par ça. Est-ce qu'on est les seuls ou... Alors c'est sûr que ça surprend. Et à ce titre, j'invite tous les auditeurs à chercher en ligne. Il y a une petite vidéo qui circule, qui est connue sur une mère éplorée qui a perdu sa fille très jeune, à l'âge de 4 ans, et qui, lors d'une émission en live à la télé, est plongée dans un métaverse, et elle retrouve sa fille 3 ans plus tard, et à l'aide de capteurs, elle a l'impression de pouvoir la toucher, de lui parler, etc. C'est vrai que c'est assez bouleversant, mais ça nous questionne. Oui. Donc sur cette question de l'immortalité numérique, c'est vrai que en Occident, généralement, on est assez étonné, voire choqué par ça. Il faut bien comprendre qu'en Asie, ils ont une relation tout à fait différente à la vie, à ce qu'on peut appeler la vie après la mort, donc cette question de l'âme. Et donc effectivement, il faut pas que l'on calque nos perceptions ou nos valeurs sur leurs pratiques, en l'occurrence de ces avatars. Mais ça interpelle. Là où on peut se rejoindre, que l'on soit de France, d'Asie ou d'ailleurs, c'est qu'on peut en parler autour d'une table. Oui, tout à fait, c'est vrai. Mais ce qui me surprend toujours quand on est sur ces sujets d'éthique et d'intelligence artificielle, c'est que finalement, en 3, 5, 10 minutes d'échange, on en arrive assez vite à des sujets qui sont fondamentaux dans notre nature humaine. Et finalement, c'est peut-être ça qui est le plus fascinant avec cette technologie. Moi aussi, c'est ce qui me passionne, c'est-à-dire que... Je pense, en tout cas, on n'a pas besoin d'être un grand technicien, on n'a pas besoin d'être un grand philosophe pour se poser ces questions. C'est des questions qui nous interpellent, nous tous, en tant que citoyens, en tant qu'entrepreneurs aussi, évidemment. Mais voilà, on est tous concernés. Très bien, merci. Ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. On a tendance à penser que l'IA va remplacer l'humain dans l'entreprise. Est-ce que vous avez des cas d'usage qui questionnent fortement l'éthique ? C'est effectivement une très bonne question. Quand j'entends cette question-là, je pense par exemple au métier des graphistes qui se sentent parfois menacés par la machine, et il peut y avoir la tentation chez certains dirigeants ou responsables d'équipe de les remplacer. Quel est le chemin de réflexion selon toi que cette personne doit avoir par rapport à ce questionnement par la technologie ? Alors déjà pour les métiers concernés, c'est vrai que ça suscite des craintes importantes. On peut aussi parler des développeurs qu'on connaît bien. Ces peurs, elles sont souvent liées à une méconnaissance de l'ensemble des usages, parce que si on regarde bien, jusqu'à présent, il n'y a pas de métier qui a été complètement remplacé par l'IA. En termes de réflexion, ce qu'il faut se dire, alors on peut se raccrocher à un principe qui a été mis en avant par l'UNESCO en 2021. Dans ses recommandations éthiques sur l'usage de l'intelligence artificielle, c'est la question de la durabilité. Oui. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, concernant l'environnement, on a pris l'habitude de parler de développement durable. Oui. Mais finalement, on peut appliquer le même concept sur l'usage de l'intelligence artificielle.
en quoi on conçoit une société humaine durable si on considère que demain on peut remplacer tous les êtres humains par des systèmes d'intelligence artificielle. Oui. Voilà, c'est juste pour dresser un parallèle, mais je trouve que c'est une très bonne question. Ouais. Et puis d'une manière générale, je pense qu'il faut aussi se poser la question des valeurs de l'entreprise et qu'est-ce qu'elles nous disent par rapport à ce type de réflexion. Et puis, ouais. Oui, non, mais il y a effectivement les valeurs que l'on veut faire vivre en interne, les valeurs que l'on veut défendre pour l'ensemble de la société. Et puis après, c'est quand même prendre conscience que il y a tout un tas de choses qui, en tout cas aujourd'hui, et je l'espère pour longtemps, ne sont toujours pas assurées par des systèmes d'IA. Et l'esprit critique, la réflexivité, la conscience de soi et des autres. Et la pensée responsable, le bien, le mal, l'éthique. C'est ça. Pour l'instant, non. Il y a que les êtres humains qui peuvent le faire. Et c'est aussi ces qualités-là, en tout cas ces capacités-là, qui font que dans certains métiers, on peut être excellent. Et on peut produire une vraie valeur ajoutée. Donc, comme on dit de plus en plus, faut pas avoir peur d'être remplacé par une IA. Par contre, peut-être être inquiet de se faire remplacer par quelqu'un qui utilise bien l'IA et qui va être peut-être plus efficace, plus rapide et plus qualitatif. Exactement. Et c'est là où la question de la formation, de l'éducation est hyper importante parce que aujourd'hui, on a besoin de former tout un chacun et pas forcément des personnes qui vont travailler dans le numérique. Sur le bon usage de l'intelligence artificielle. Et le bon usage, c'est aussi bien, je le disais, pour ce développement durable, mais aussi pour soi, pour avoir des résultats efficaces, pour peut-être améliorer sa productivité dans le travail, pour faire des recherches pertinentes, etc. Alors ça me fait venir une réflexion, c'est que on voit beaucoup les éditeurs de grands modèles de langage comme ChatGPT ou d'autres, ou Claude ou Gemini, qui disent il va où il est plus intelligent que l'humain. Alors ma réflexion, mon constat personnel, c'est que c'est scientifiquement faux et que c'est presque un message mensonger et trompeur. Est-ce qu'il n'y a pas besoin quelque part aussi d'un peu plus d'éthique dans le marketing et la communication de ces acteurs, selon toi ? Alors c'est sûr que là, et pourtant j'aime bien mes collègues du marketing, mais là c'est vrai que ça prend le pas sur la véracité scientifique et donc on tombe dans une certaine malhonnêteté intellectuelle. Ce qui est dangereux, c'est que derrière on peut avoir des utilisateurs qui vont le croire et qui, face à un chatbot par exemple, vont prendre au pied de la lettre les messages qui vont s'afficher. C'est là où ça peut devenir dangereux, ce type de message. La plupart du temps, ils passeront à la trappe, je dirais, dans les esprits des personnes qui verront ça, mais ça peut avoir des incidences négatives. Ouais. Donc finalement, l'éthique, ça nous protège un peu de ces dangers, etc. Est-ce qu'on peut pas dire d'une certaine manière qu'elle est l'équivalent dans le domaine de l'intellectuel de la sécurité physique dans une usine ou dans un entrepôt ? C'est en tout cas, oui, c'est-à-dire je l'ai jamais vu comme ça, mais la réflexion éthique, c'est une démarche qui nous permet de nous questionner sur qu'est-ce que l'on veut défendre comme valeur, qu'est-ce que l'on veut mettre en application. Ouais. Et donc, c'est aussi une réflexion qui assure notre dignité et notre bien-être, aussi bien physique que social. Et donc un bon système d'IA doit tenir compte de cette réflexion incontournable. C'est ce que j'en ai compris et c'est ma conviction personnelle. Oui, la mienne aussi. Très bien, eh bien merci beaucoup Hélène pour cet échange. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org. À bientôt.